Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, chef aussi des urgences d'ailleurs de l'hôpital Pompidou. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Est-ce que, comme Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, vous estimez, vous, que manifestement c'était l'ultra-gauche qui était à la manœuvre dans le lynchage qui a provoqué la mort de Quentin Derenc à Lyon? Gérald Darmanin dit, lui, de la même façon, c'est l'ultra-gauche qui a manifestement tué. J'ai entendu les déclarations du ministre de la Justice. Moi, je ne sais pas, je verrai les résultats de l'enquête. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas en France impunément tuer pour des raisons d'idées ou des raisons politiques. Cette hyper-violence est telle que les responsables devront être très, très sévèrement jugés parce que quand vous faites de la politique ou du syndicalisme, vous avez un devoir d'exemplarité. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon en meeting à Montpellier qui a exprimé la sidération, mais l'empathie, a-t-il dit, à l'égard de la victime. C'est nous qui sommes agressés réunion après réunion. Votre réaction ce matin? Ma réaction, c'est que l'inversion de la responsabilité potentielle, c'est-à-dire se présenter en victime alors que le garde des Sceaux semble indiquer que les violences viennent clairement du côté de l'ultra-gauche, est absolument indigne. Moi, je préfère retenir la première partie de la phrase de Mélenchon quand il s'adresse à la victime et à sa famille. Mais pour le reste, encore une fois, j'espère, si ça se confirme que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud est impliqué, si ça se confirme, j'espère que cet assistant parlementaire n'aura pas le droit d'entrer dans l'Assemblée nationale. Il faut attendre donc les déclarations du procureur de la République cet après-midi à 15h. Bruno Retailleau lui-même sur X, il parle également de l'extrême violence qui règne dans les satellites qui gravitent autour de la France insoumise. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, dans les satellites, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'action militante devient violente. Elle est violente dans les mots, elle est violente dans les actes, malheureusement on l'a vu, et il faut bien comprendre que les mots tuent, les réseaux sociaux tuent. Le fait de ne plus avoir de limites dans l'expression, ça tue. Les conséquences, on les a vues. Encore une fois, je reviens sur le cas de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Moi, j'espère que la présidente de l'Assemblée nationale va prendre une décision dès aujourd'hui en disant, oui, ce monsieur, dès lors qu'il y a un doute sur son application dans cet homicide, ne doit plus franchir les limites de l'Assemblée nationale. Oui, vous évoquez le cas de Jacques-Élie Favreau, cet assistant parlementaire qui nie ne pas être à l'origine de la mort. On ne sait pas s'il était présent ou pas sur place. Nous attendons le procureur une fois de plus. Est-ce que ça concerne le député lui-même, Raphaël Arnaud ? L'enquête le montrera. Oui. J'imagine que le député va être entendu. J'imagine qu'on va lui demander pourquoi on continue à parler de Jeune Garde alors que la Jeune Garde a été dissoute. La reconstitution de ligues et d'organisations dissoutes, c'est un délit. La France insoumise est-elle d'extrême gauche? Il y a notre enquête, IFOP fiducial pour Sud Radio, réalisée avant ce drame, qui dit que pour 70% des Français, ce classement est justifié. Qu'en pensez-vous, Philippe Juvin? Alors, je pense que la France insoumise soit située à la gauche de la gauche, oui, c'est pas une surprise pour personne. D'ailleurs, la France insoumise elle-même se définit à gauche de la gauche, considérant que le Parti socialiste, par exemple, je l'ai vu dans les débats parlementaires, n'est pas suffisamment de gauche. Donc, littéralement, c'est vrai. La question, c'est est-ce que la France insoumise est une organisation qui prône la violence? La réponse, c'est évidemment non, il n'y a pas de généralisation possible. Moi, je connais et je travaille avec des députés LFI, avec lesquels je suis en désaccord sur absolument tout, qui évidemment ne prônent pas la violence. La question, c'est l'interprétation des paroles qui peuvent être faites dans le débat politique et prononcées dans le débat politique par un certain nombre d'individus fragiles ou influençables. Vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron sur Radio J. Il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. Lui constate notamment les prises de position sur l'antisémitisme. Ils contreviennent aux principes fondamentaux de la République, a dit le président. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a 20 ans, l'antisémitisme était une honte. Être antisémite, c'était honteux. Et condamné par toute la classe politique. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a un certain nombre de paroles, de déclarations qui rendent l'antisémitisme acceptable. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a un seul pays dans le monde
qu'un certain nombre de gens considèrent comme devant disparaître, c'est Israël. Et antisémitisme, antisionisme, la relation entre l'antisionisme et l'antisémitisme est très clairement établie. Est-ce qu'on demande la disparition de la Corée du Nord, d'autres dictatures? Non. D'Israël, oui. D'un mot encore, Philippe Juvin, Rima Hassan, l'eurodéputé LFI, qui, on va dire, nazifie Israël en permanence au fil de ses déclarations, présente à Sciences Po Lyon. Est-ce que cette présence-là vous choque ou pas ? Alors oui, moi je trouve que les paroles en général tenues par Rima Hassan sont souvent contestables. Elle flirte avec l'antisémitisme, elle utilise les mots qui lui permettent de ne pas tomber sous le délit d'antisémitisme. Elle utilise un discours antisioniste très clairement, et je pense qu'elle a une attitude et elle a des paroles qui engagent un certain nombre de gens peut-être fragiles, peut-être antisémites, à agir. Et c'est vrai que moi je trouve que le patron de Sciences Po aurait dû être plus prudent dans ses invitations. Question au professeur de médecine que vous êtes, Philippe Juvin. Le droit à l'aide à mourir arrive en deuxième lecture aujourd'hui, ce soir, à l'Assemblée nationale. Vous avez déclaré au JDD, cette loi n'est pas une loi de fin de vie et les critères ne sont pas stricts. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'on nous avait vendu une loi qui s'appliquerait aux gens en fin de vie. En réalité, les critères qui sont dans la loi sont des critères extrêmement larges qui pourront concerner des patients qui ont plusieurs années à vivre. Par exemple, la loi dit il faudra souffrir d'une maladie grave, incurable à un stade avancé, un cancer avec des métastases, c'est une maladie grave, incurable avec des... ça peut être une maladie grave, incurable avec un stade avancé, et pourtant on peut vivre des années aujourd'hui avec les nouvelles thérapeutiques ciblées. Donc ce n'est pas une loi de fin de vie. Et puis moi je vais vous dire une chose très simple, je suis médecin et je veux pas quand j'entre dans une chambre en blouse blanche que le patient ait à se poser la question de la nature de ma venue. Pourquoi est-ce qu'il vient dans ma chambre à ce moment-là ? Vous dites que cette loi est imaginée par des gens riches et bien portants. Ouais. Pourquoi ? Parce que, au fond, il y a une grande différence entre les gens riches, les gens pauvres, les gens seuls et les gens accompagnés. Quand vous baignez dans vos excréments, parce que vous êtes impotent dans votre lit, mais que l'infirmière ne passe qu'une fois par jour parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer une infirmière en permanence à côté de vous. Et quand vous êtes seul, eh bien oui, la fin de vie est plus difficile que quand il y a quelqu'un qui s'occupe de vous en permanence, et là pour vous changer, vous nettoyer, vous tenir la main. Et la difficulté, la pauvreté, l'isolement conduisent à des volontés de mort parce que en fin de vie, eh bien la fin de vie peut être plus difficile à porter quand on est pauvre et isolé. Et ma crainte, c'est que un certain nombre de gens pauvres et isolés voient dans la possibilité d'euthanasie une porte de sortie. D'ailleurs, dans les pays où ça a été légalisé, on voit une surreprésentation chez ceux qui bénéficient entre guillemets de l'euthanasie des gens pauvres et des gens isolés. La loi sera légalisée en France, selon vous, à terme ? Vous y êtes opposé, mais j'espère que non. Oui. Moi, je n'aurais pas été contre une évolution de la loi, avec une exception dans des cas où on arrive au bout du bout, il n'y a plus de solution d'euthanasie. Vous voyez, mais là, on est sur quelque chose de massif, et encore une fois, qui va probablement d'abord s'appliquer aux gens les plus vulnérables. Vous vous rendez compte, vous me dites que les critères sont stricts, que quelqu'un qui est sous tutelle, qui aujourd'hui ne peut pas signer un chèque, aura la possibilité de demander l'euthanasie. Je crois que ce n'est vraiment pas raisonnable. Philippe Juvin, il y a la politique, il y a les élections municipales qui arrivent, il y a la présidentielle. Vous savez, ça, c'est dans l'année prochaine. Je suis au courant, oui. Bruno Retailleau qui annonce sa candidature. Pourquoi si tôt ? Pourquoi là, juste avant les municipales ? Ça, il faut lui demander. Ce qui est certain... Ça vous a surpris ? Nous savions qu'il voulait être candidat, qu'il voulait porter nos couleurs. D'abord, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des candidats. Pourquoi ? Parce que en politique, vous devez à la fois avoir une vision, c'est-à-dire ne pas simplement proposer de petites mesures, mais une vision. Quelle est votre vision du pays ? Et il faut une incarnation. Et c'est vrai que chez les Républicains, enfin c'est une observation très 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 objective. Nous manquions et nous manquons d'incarnation. S'il peut être notre candidat, tant mieux. Mais j'ajoute quand même que... C'est pas un soutien très franc, hein ? Pas du tout. Moi, j'ai toujours soutenu Retailleau dans toutes ses campagnes, parce que je pense que c'est un homme droit et qui ensuite porte des idées. Je dis simplement que si nous avons, nous, un candidat, les Républicains,
mais que le Bloc central a aussi un candidat, et que machin est candidat, et que truc est candidat, en fait, nous ne serons pas au second tour. Donc, la candidature des LR doit s'inscrire dans un processus que moi j'appelle une primaire, qui va de la droite au centre droit. Parce que si nous ne faisons pas ça, en fait... Donc une primaire. Si nous ne faisons pas ça, nous ne serons pas au second tour, tout simplement. Vous voyez, s'il y a Bertrand, plus Philippe, plus Attal, plus j'en oublie, plus Retailleau, plus Wauquiez, plus il y en a Lisnard, enfin il y en a beaucoup. Par définition, vous n'êtes pas au second tour. Et donc, ça ne sert à rien que nous nous excitions les uns et les autres. Valérie il faut une primaire ouverte. Valérie Pécresse a dit qu'il faut la faire tout de suite là, avant l'été. Écoutez, non, les deux dernières fois, alors ça nous a pas réussi, vous allez me dire, mais enfin c'est pour d'autres raisons. Nous avons fait les primaires à l'automne. Je crois que c'était au mois de je suis même certain que c'était au mois de novembre. Oui, vous en étiez. La dernière, oui, mais la dernière était une primaire mal organisée. C'était en réalité un vote des militants. Je pense que la bonne primaire, c'est une primaire très ouverte où on demande aux gens. On ouvre le vote à tous les Français et les Françaises qui veulent y participer, à condition qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, qui pourraient être des valeurs écrites dans un manifeste. Mais si vous ne faites pas ça, encore une fois, vous n'êtes pas au second tour. Vous voulez dire que s'il y a une primaire qui est organisée à l'automne, que vous n'avez pas Xavier Bertrand, pas Édouard Philippe et pas d'autres, c'est foutu pour la droite. Ah non, mais le centre. Si chacun décide de ne pas participer à la primaire et d'y aller sous sa casquette, je ne vois pas comment, avec 5 candidats, on peut arriver au second tour. Tout simplement pourquoi ? C'est une question arithmétique. C'est que le score de la droite et du centre ça sera fragmenté entre plusieurs candidats, et donc nous arriverons et derrière le candidat du RN et derrière le candidat de la France Insoumise ou de la gauche. Vous n'irez plus vous-même d'ailleurs la primaire. Alors, vous verrez, on verra. Mais en tout cas, attendez, il y a tellement de candidats qui pourraient en être. La question n'est vraiment pas là. La question, c'est si on ne se met pas d'accord sur un processus dès maintenant, oui, nous allons vers de véritables déconvenues. C'est-à-dire, en réalité, on ne sera pas au second tour. Vous savez, il y a toujours une taubira ou un chevènement qui empêche Jospin d'être au second tour. Ah oui, et ça pourrait être le cas pour la droite et le centre. Encore une question. Vous n'avez pas l'impression que vos électeurs sont partis déjà chez Jordan Bardella et Marine Le Pen ? Une partie, du moins ? Oui, une partie. Mais pourquoi ils sont partis ? Ils ne sont pas partis par magie, ils sont partis parce qu'ils ont été déçus. Pourquoi ? Encore une fois, je crois que dans une élection présidentielle, il faut 2 choses. Il faut une vision du pays, quelle est notre vision du pays, et il faut une incarnation. Nous n'avons aujourd'hui pas de vision, nous avons des mesures, parfois intelligentes, bien sûr, mais ce ne sont que des mesures. Donc vous dites nous n'avons pas suffisamment d'incarnation. Donc il nous faut une incarnation, des mesures, et puis un processus de sélection qui s'appelle une primaire. C'est pas encore foutu, voilà, c'est ce que vous le dites ce matin. Ah mais non, oui. En fait, ce qui est foutu sont les combats qu'on ne mène pas. Philippe Juvin, dernière question. Vous êtes rapporteur général du budget, vous êtes un homme qui compte, qui sait compter. Vous savez qu'il y a une place qui se libère au gouvernement. Ministre des Comptes publics, votre nom circule. Vous iriez si le poste vous était proposé ? Alors, on ne m'a rien proposé. Et j'ai souvent dit en riant que j'étais le Poulidor des entrées au gouvernement. C'est-à-dire celui dont on parle toujours et qui n'entre jamais. Donc, écoutez, c'est très flatteur. Autodérision ce matin. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime beaucoup Poulidor. Vous aimez beaucoup Raymond Poulidor, donc, mais vous iriez. Il est beaucoup plus sympathique qu'Eddy Merckx. Oui, vous iriez. Ce sont des références plutôt anciennes mais sympathiques. Vous iriez, Philippe Juvin ? Je discuterai avec le Premier ministre. La question, c'est y aller pourquoi ? Je crois que si on parle de dépenses publiques, il faut avoir les idées claires, il faut dépenser moins, il faut dépenser mieux, et puis il faut produire plus. À ces seules conditions, le pays se remettra. Sinon, eh bien, nous ferons comme d'habitude, c'est-à-dire que nous laisserons le train chinois, le train américain passer devant nous. Merci à vous, Philippe Juvin. Merci, Philippe Juvin. Donc, je constate que vous n'avez pas dit non. Il y a un coup de téléphone. Il y a eu un petit message, d'ailleurs, pendant l'interview sur votre téléphone portable. Regardez de qui il s'agit, mon cher Philippe Juvin. Je vous confirme, c'est peut-être justement... C'était pas ça, mais ça peut venir. Allez, dans un instant, vous avez la parole, 0826 300 300. Vous pouvez réagir sur ce qui a été dit. Quand est-ce qu'il faut une primaire ? Est-ce qu'il faut attendre l'automne ou est-ce que c'est suicidaire d'attendre en fait aussi tard et qu'il faudrait essayer de régler en fait les choses pour ne pas que la droite et les Républicains revivent ce qu'ils ont vécu il y a quelques années. J'aimerais vous entendre en fait à ce sujet sur la fin de vie. On va vers cela. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? Et puis évidemment, ce qui s'est passé, l'enquête à Lyon pour l'agression meurtrière de ce jeune Quentin à Lyon. Donc en fin de semaine dernière, est-ce que c'est l'extrême gauche qui est derrière ? Vous avez la parole, 0826 300 300, Philippe David, Françoise Degois.